Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jérôme Fourquet. Bonjour. Bonjour. Jérôme Fourquet, vous dirigez le département opinion publique de l'IFOP et donc depuis 20 ans. Vous sondez les Français. Alors on le sait, Emmanuel Macron a été élu avec 66,1% des suffrages, avec un record d'abstention et de vote nul. On a beaucoup lu et entendu d'explications de ce vote. On nous a dit que c'était la France de l'Ouest face à celle de l'Est, que c'était la France urbaine face à la France rurale, celle des inclus face à celle des exclus, des optimistes face aux pessimistes, des diplômés face aux non-diplômés, ou encore des imposables face aux non-imposables. Alors, vous allez donc nous aider à y voir clair, sans oublier le vote des catholiques, qui a été l'objet de beaucoup de supputations, d'analyses, voire de tensions. On va essayer d'y voir plus clair avec vous dans cette édition de Face aux chrétiens, avec Bernard Gors pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Avec Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Bonjour. Et Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. C'est Bernard Gors qui pose la première question. Oui, alors l'IFOP a réalisé pour le second tour une enquête sur le vote des électeurs, donc en prenant en compte l'appartenance religieuse, catholique, musulman et protestant, ou sans religion, et ça donne pour les catholiques un score de 66, je crois, 62% pour catholiques, toute catégorie confondue, en faveur d'Emmanuel Macron. Mais quand on regarde à l'intérieur, il y a des grands écarts. Hein. C'est 54% pour Emmanuel Macron chez les catholiques pratiquants occasionnels, et on monte à 71% chez les catholiques pratiquants réguliers. Alors, quelles leçons tirer un petit peu de cette enquête? Jérôme Fourquet, IFOP. Alors, effectivement, on a réalisé cette enquête pour Pèlerin et La Croix, puisqu'on le fait régulièrement et qu'il y avait, vous le savez, beaucoup d'interrogations, voire de tensions au sein du monde catholique sur on va y revenir, oui. La consigne ou l'attitude à adopter. La non-consigne, plutôt. Ou la non-consigne, ou la consigne. Voilà. On s'interrogeait notamment sur, parce qu'on avait eu des signaux en ce sens, lors des précédents scrutins, sur la montée d'un vote Front National dans le monde catholique. Donc, alors, qu'en a-t-il été? Alors, ce qu'il en a été, c'est que on s'aperçoit qu'effectivement, on a 38% de l'ensemble des catholiques qui nous disent avoir voté pour Marine Le Pen. Donc, c'est 4 points de plus que la moyenne nationale. Alors, ça peut paraître beaucoup. On apportera 2 bémols. Le premier, on le sait, on a fait beaucoup d'études sur le sujet, et vous avez eu raison de le souligner, il y a souvent des écarts assez importants au sein du monde catholique entre ceux qui sont véritablement pratiquants, on va dire, avec 36 guillemets, les vrais catholiques. Alors, pratiquants, dans vos catégories, ça veut dire quoi? Alors, dans nos catégories, c'est celui qui se définit comme tel. Hein. Oui. Et ensuite, et donc celui qui va à la messe tous les dimanches, une fois par mois? Non, qui se définit comme tel. Qui se définit comme tel. Qui se sent catholique, pratiquant, D'accord. qui est le plus impliqué Okay. dans la foi et sans doute aussi dans la vie de l'Église. Donc là, il y a un écart assez net entre ces catholiques pratiquants réguliers et les occasionnels ou les non-pratiquants. Ce qu'on retrouve dans notre résultat du second tour, avec un vote pour Emmanuel Macron qui est nettement plus important dans la base la plus pratiquante, on va dire le cœur nucléaire de la France catholique, et un vote Le Pen qui est plus important dans les franges les moins pratiquantes ou les plus éloignées de la foi et de la parole de l'institution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on reprend les catholiques dans leur ensemble et qu'on essaye d'expliquer la prime dont a bénéficié Marine Le Pen, de 4 points par rapport à la moyenne, encore une fois, il faut ventiler selon les typologies de catholiques, et on n'aurait pas le même regard si on était uniquement sur les pratiquants, où là, ils sont très en dessous ou assez en dessous de la moyenne. Et deuxième point, ce survote pour Marine Le Pen s'explique aussi par le fait que la population catholique, de manière générale, a une proximité politique qui est plus affichée à droite que l'ensemble de la population. Et donc, quand on regarde ce qui s'est passé dans le monde catholique, quelque part, parce qu'on découpe les gens dans des silos, des cases étanches qui ne le sont pas, quelqu'un peut être catholique, mais il est aussi électeur de gauche ou de droite ou d'ailleurs. Et encore une fois, ces catholiques sont plutôt à droite. Hein. Et donc, le survote en faveur de Marine Le Pen des catholiques à ce second tour doit s'analyser aussi avec ce paramètre en tête. Avec ce point de départ, c'est ça, avec ce point de départ, oui. Exactement, en sachant que, très clairement, quand on regarde comment se sont effectués les reports d'un tour à l'autre,
c'est dans l'électorat de François Fillon que les reports ont été les plus importants, même s'ils sont minoritaires, ont été les plus importants en direction de Marine Le Pen. Un quart des fillonistes du premier tour se sont rabattus sur Marine Le Pen au deuxième tour contre 14% de l'électorat de Mélenchon. Un quart des fillonistes, y compris les fillonistes catholiques. Eh bien, ils font partie. Ils font partie de ce quart. Ils font partie de ce quart. D'accord. Et donc, c'est un des éléments d'explication. Oui. On rappellera aux téléspectateurs et aux auditeurs que au premier tour, 45 ou 46% des catholiques pratiquants nous déclarent avoir voté François Fillon. D'accord. Et ceux-là sont orphelins au deuxième tour. Et on rappelle également que Marine Le Pen au premier tour, chez les catholiques pratiquants, c'est 15%. Nicolas Dupont-Aignan, 4%. Tout l'électorat de Nicolas Dupont-Aignan n'a pas basculé sur Marine Le Pen, mais on a un socle de départ théorique de 19. Et chez nos pratiquants, on arrive à 38. On se dit qu'il y a une progression de 19 mois, ce qui est beaucoup. Mais on a un stock aussi d'électeurs, on va dire, orphelins de droite, qui représentaient un catholique pratiquant sur deux. Il n'y a pas beaucoup de catégories de la population où François Fillon avait fait de tels scores au premier tour. Et donc, du coup, mécaniquement, on peut comprendre qu'il y a une partie Romain de Masneau, merci. Est-ce que les prises de position de Sens commun, de la Manif pour tous, de Christine Boutin, qui ont varié entre l'appel clair à voter pour Marine Le Pen ou bien l'absence de consigne de vote, est-ce que ça a eu un impact sur le vote des catholiques ou est-ce que c'est plus le reflet finalement de l'évolution de cet électorat depuis quelques années ? Alors, il faudrait faire, pour répondre précisément à votre question, des investigations un peu plus poussées, notamment qualitatives, que nous n'avons pas faites à ce stade. Je pense qu'en tant que journaliste, vous avez aussi vos capteurs et vos antennes dans ce monde catholique. Donc, ce n'est pas évident. En général, quand on prend des exemples un petit peu comparables, on a souvent... on arrive souvent au constat que ces consignes ou ces prises de position ne font qu'accompagner ou qu'accentuer des tendances qui étaient déjà latentes ou préexistantes. Si on revient un petit peu en arrière, là j'ai parlé du premier tour, beaucoup de Français, notamment des observateurs plutôt marqués à gauche, se sont souvenus brutalement qu'il y avait encore des catholiques en France à l'automne dernier. Ça a commencé en 2012-2013 avec la Manif pour tous, et puis à l'automne dernier au moment de la primaire de la droite. Ce phénomène, il est ancien, une espèce de réveil avec 36 guillemets un peu identitaire sur des valeurs d'une partie du monde catholique. Ça peut se concevoir et s'observer sur les questions du mariage pour tous, de la PMA, de la GPA, les politiques, des mesures sociétales. Ça se mesure aussi sur la question du rapport à l'islam, Saint-Étienne-du-Rouvray, la question de l'accueil des migrants selon leur confession, est-ce qu'on est favorable ou pas. Donc il y a tout ça qui est entré en mouvement. C'est une vague de fond pour vous. C'est une vague de fond. Oui. Et nous avions constaté que aux élections régionales de décembre 2015, qui donc avaient lieu dans un contexte très particulier, quelques semaines après les attentats du Bataclan et du Stade de France, en pleine période de crise migratoire, eh bien, le Front National, on s'en souvient, avait fait 28% au premier tour au niveau national et était en progression par rapport aux scrutins précédents qui étaient ceux des européennes et des départementales qui avaient lieu quelques mois avant. Et la progression la plus sensible avait été observée chez nos catholiques pratiquants. Où, on voyait déjà quelque chose. On voyait quelque chose. 25% des catholiques pratiquants qui étaient allés voter au régional, sachant qu'il y avait une abstention qui était beaucoup plus forte en moyenne que cette année à la présidentielle, 25% des catholiques pratiquants avaient voté pour le FN. Donc on voyait qu'il y avait déjà des choses en gestation. On avait du coup une interrogation sur ce qui allait se passer à la présidentielle. Nous, l'hypothèse qu'on fait, c'est que ce mouvement de droitisation s'était un peu prolongé, notamment après Saint-Étienne-du-Rouvray, avec un durcissement des positions d'une partie du monde catholique, mais que ça ne s'est pas vu au premier tour de la présidentielle parce qu'il y avait le phénomène Fillon, qui, je le rappelle, a fait 45 Ça s'est noyé dans le vote Fillon. François Fillon, qui a aussi François Fillon a capté ce... Oui, alors il a été beaucoup critiqué, où on a beaucoup commenté le rôle de Sens commun, les prises de position de François Fillon sur la question des chrétiens d'Orient, etc. En disant, voilà, il y a trop d'appels du pied en direction de cette mouvance-là. Moi, je pense que c'était le prix à payer pour que 46% des catholiques pratiquants votent
D'accord. François Fillon. Donc ça a au premier apporté, tour. en fait. La Moi, je stratégie pense de que François Fillon a elle apporté. a permis Oui. un peu une stratégie, comme on disait dans les années 50-60, de containment. C'est-à-dire qu'on a empêché ou borduré, limité la progression du FN. Au premier tour, François Fillon étant éliminé à l'issue du premier tour, et je réponds après un long détour, je m'en excuse, à votre question, il y a une partie de ce mouvement qui s'est manifestée ou révélée au deuxième tour. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, il y a une autre position qui a été assez commentée, c'est celle de la CEF, la conférence épiscopale, qui a été commentée et critiquée. Est-ce que ça a eu un impact selon vous ? Jérôme Fourquet. Alors, là aussi, ce n'est pas évident de regarder cela. Néanmoins, quand on analyse, on prend des cas un peu différents, mais qui peuvent nous permettre de penser des parallèles. Quand on analyse, encore une fois, ce que nous indiquent les catholiques pratiquants, c'est ceux qui vraiment sont les plus sensibles et les plus réactifs aux prises de position épiscopales ou de la hiérarchie catholique. Je parlais tout à l'heure de la crise des migrants. On se souvient des positions très en pointe que le pape François a prises sur ces questions-là. Et nous avions mesuré très précisément, pour un média catholique, la vie en l'espèce, que lors de son déplacement à Lesbos, à la suite duquel le pape François était revenu avec 12 migrants dont le service de communication du Vatican avait pris soin d'indiquer qu'ils étaient musulmans, eh bien on avait vu dans les jours qui avaient suivi une remontée très nette et très ciblée de l'adhésion à l'accueil de migrants en France dans le public catholique pratiquant, qui était assez tangent, assez partagé sur cette question. Là aussi, on avait déjà ce type de débat qui animait ces milieux-là, et une prise de position forte comme celle du pape, à ce moment-là, fait bouger les curseurs. On peut penser que la prise de position des évêques a peut-être en partie contrebalancé la tentation chez certains d'aller jusqu'à un vote pour le Front National, avec, on le rappelle quand même, sous nos pratiquants réguliers, on est à 71% pour Emmanuel Macron, 29% pour Marine Le Pen. Alors 29%, certains peuvent estimer que c'est beaucoup. On a quand même 71% qui... Donc ce que vous dites, c'est qu'en quelque sorte, en creux, la position de la conférence épiscopale a joué quand même pour le second tour. Ça peut avoir eu une incidence, de rappeler c'est pas flagrant. C'est pas non plus flagrant, mais c'est ça. Par définition, on n'a pas un échantillon de test qui aurait été exposé ou pas, donc c'est pas évident. Le seul élément de contexte que je peux vous indiquer, c'était celui sur le rôle d'une décision ou d'un geste comme celui du pape qui fait bouger les curseurs. Donc là, Bernard Gorce-Lacroix. Oui, est-ce qu'il n'y a pas non plus un risque, notamment pour le grand public, à faire une confusion et à surinterpréter ce vote catholique? Enfin, on voit deux choses. D'abord, quand on interroge les catholiques, on voit que leurs préoccupations au moment du vote sont globalement les mêmes que celles des autres Français. C'est le chômage, le pouvoir d'achat. Et deuxièmement, quand on regarde cet électorat catholique pour la primaire, les catholiques pratiquants qui ont voté très massivement pour François Fillon, on s'aperçoit quand même qu'ils sont peu nombreux, qu'ils sont minoritaires. C'est-à-dire qu'ils ne représentaient que 9%, je crois, de l'électorat de la primaire. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de surinterpréter tout ça? Est-ce que cet échantillon n'est-il pas trop faible? Alors, il n'est pas trop faible, parce que même si on est dans un pays très fortement sécularisé, et même si une religion relativement nouvelle sur notre sol, l'islam, est assez dynamique, on va en parler, oui. C'est toujours les catholiques qui sont les plus nombreux, même s'ils sont très minoritaires aujourd'hui. Vous m'interrogez tout à l'heure sur la définition d'un pratiquant, donc nous on était une définition très basique, c'est celui qui se déclare comme tel. Ça représente à peu près 10 à 15, selon les enquêtes, 10 à 15% de la population française qui se déclare aujourd'hui comme catholique pratiquante. Donc ça reste important. C'est pas neutre, oui. Et donc nous on estime que c'est quand même intéressant d'aller regarder ce qui se passe dans ce segment de l'électorat, comme on le fait pour d'autres. Maintenant, effectivement, il ne nous a pas échappé qu'il y avait eu des débats très vifs, mais on pense quand même qu'il faut aller regarder ce qui se passe. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je rappelais qu'on n'est pas uniquement catholique, on peut être homme ou femme, en activité ou à la retraite, provincial ou parisien, de gauche ou de droite, et que, j'allais dire, la variable, comme on dit dans notre jargon, ou le statut de catholique, rentre en ligne de compte pour une part, mais peut être contrebalancé
par d'autres... Pas intégralement déterminant. Voilà, pas intégralement déterminant. Donc, c'est intéressant de le regarder, mais vous avez raison de souligner qu'on n'est pas défini uniquement par ça. Alors, on a encore beaucoup de questions à vous poser sur l'interprétation de ce vote présidentiel. On va marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité, je le rappelle, Jérôme Fourquet, directeur général de l'IFOP pour l'opinion publique. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Jérôme Fourquet, directeur général de l'IFOP pour l'opinion publique. Il est interrogé dans cette édition par Bernard Gors pour la Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, nous avons beaucoup parlé jusqu'à maintenant du vote catholique. Est-ce qu'on peut aussi regarder les grandes tendances pour le vote protestant, le vote musulman et le vote juif? Est-ce qu'il y a des lignes de force? Jérôme Fourquet. Alors, on a dans l'enquête là, qui a été faite pour Pèlerin et la vie des éléments de... Et la Croix. Et la Croix et pas la vie, Voilà. excusez-moi. Vous avez le droit de confondre. Allez-y. Voilà, des éléments d'analyse sur deux de ces confessions, les protestants, qui ont voté à 67% pour Emmanuel Macron et 33% pour Marine Le Pen, contre l'ensemble des catholiques à 62-38. Donc on a un vote protestant légèrement plus favorable à Emmanuel Macron que le vote catholique, mais on est à peu près dans la même épure. Et un vote musulman qui, lui, a été quasi homogène, à 92% pour Emmanuel Macron contre 8% pour Marine Le Pen. Et sur la population de confession juive, on est sur un problème technique dans la mesure où la proportion de cette population dans la population générale est inférieure à 1%. Et donc, du coup, il nous faut des échantillons beaucoup plus volumineux que ceux qu'on a utilisés là, qui étaient déjà suffisamment robustes, mais pour aller regarder ce qui se passe dans la communauté juive ou l'électorat juif, de confession juive, il faut d'autres outils dont on ne dispose pas pour l'instant. On peut ajouter sur la question des protestants que, et ça rebondit aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les catholiques, on peut se focaliser sur telle ou telle confession ou telle catégorie de la population. Il n'en demeure pas moins que quand une candidate comme Marine Le Pen atteint 33% au deuxième tour, quasiment 11 millions de voix, il est illusoire de penser, alors il y a le contre-exemple des musulmans, mais il est illusoire de penser que vous avez à avoir des catégories sociologiques ou démographiques ou philosophiques ou confessionnelles qui vont être à l'écart de ce mouvement. Personne n'y échappe, oui. On aura des groupes sociaux qui vont voter plus ou moins fortement. Mais vous voyez que là, même chez les musulmans, on a quand même un résidu de 8% qui votent, un résidu sans statistique, de 8% qui votent quand même pour Marine Le Pen. Et nos protestants, c'est quand même un tiers. Donc, avec un phénomène aussi massif, vous rappeliez tout à l'heure France des villes, France des champs, France de l'Est, France de l'Ouest. Ça, c'est vrai, mais c'est en partie schématique. Mais aucune zone géographique, aucun groupe social ne va être, à l'écart du fait qu'une part non négligeable de nos concitoyens ait opté pour le choix de Marine Le Pen. Romain Mazenot, RCF. Justement, est-ce que c'est caricatural de dire que Emmanuel Macron est le président de la France qui va bien, de la façade ouest, urbaine, diplômé, cadre? C'est vrai ou c'est trop schématique? Jérôme Fourquet. Alors, c'est en bonne partie vrai. On va essayer de vous faire une réponse qui ne soit pas une réponse de Normand. C'est en bonne partie vrai, mais on a un second tour qui brouille un peu les cartes, vu que nous étions dans un duel face à Marine Le Pen et qu'il y a le fameux Front républicain qui est rentré en ligne de compte et qui fait que beaucoup d'électeurs qui se sont portés sur Emmanuel Macron l'ont fait d'abord pour contrer Marine Le Pen. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, quand vous regardez au premier comme au deuxième tour le vote selon le statut social, cadre, profession intermédiaire, ouvrier, employé, on a un dégradé parfait entre le vote Macron et le vote Le Pen. On fait la même analyse sur le niveau de diplôme, on est aussi sur les mêmes processus. Et ce qui est passionnant, c'est que ces lignes de fracture, ces lignes de clivage, on les a observées en Grande-Bretagne avec le référendum sur le Brexit. On les retrouve en Autriche à l'élection présidentielle où on a un deuxième tour qui ressemble furieusement au nôtre entre un candidat d'extrême droite et un candidat indépendant, alors en l'espèce soutenu par les écologistes. Et on avait aussi des lignes de faille ou de fracture assez similaires aux États-Unis
dans l'élection. Donc c'est bien Trump. cette fracture-là qui est à l'œuvre dans le monde occidental, c'est ça que vous C'est dites. une des. Alors, cette fracture, on peut l'appeler de mille façons. Pour Oui. résumer, aller vite, que tout le monde comprenne un peu, Mhm. même si c'est plus compliqué, c'est toujours des réducteurs, une formule, gagnant-perdant de la mondialisation. Voilà. Mhm. Insider ou outsider. Mhm. Ça, on le retrouve partout. Cette fracture-là, elle n'est pas nouvelle. Mhm. Elle est apparue pour la première fois électoralement parlant en France en 1992 au moment de Maastricht. le Déjà, référendum. oui. Hein, on Mhm. avait déjà cette France des villes, cette Mhm. France des champs, celle qui allait mieux, celle où il y avait du Mhm. chômage. On l'a retrouvée avec une force encore amplifiée en 2005 sur un autre référendum. Hein, les logiques de référendum binaire Mhm. permettent bien l'expression de ce type de clivage, notamment quand il porte sur l'Europe. Mais ce clivage était toujours, aux élections présidentielles, supplanté par le clivage gauche-droite, qui gardait Lequel la est main. en train de s'évanouir. Alors, il n'est pas mort non plus. Mhm. Hein, je pense qu'on est sur une inversion de la hiérarchie des Mhm. clivages. Les deux ont cohabité, mais il y en a un, alors en partie pour des raisons accidentelles, Mhm. hein, le crash du Oui. Parti socialiste, l'affaire Fillon, Voilà. qui a pénalisé la droite, a fait que les deux grands partis de gouvernement n'ont pas été présents au second tour. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce clivage-là, il était déjà en partie exprimé ou, j'allais D'accord. dire, investi par Marine Le Pen pour le pôle perdant de la mondialisation, ou les patriotes Mhm. versus les C'est mondialistes, ça. comme on dit au Front National. On n'avait pas d'expression chimiquement pure, Mhm. donc je reviens à votre question, du camp des gagnants ou des insiders. Ouais. Ce camp des gagnants, il se répartissait entre les principaux partis de gouvernement. Ça a été moins le cas au premier tour et plus du tout au deuxième tour. Voilà. Et quelque part, Emmanuel Macron et l'offre programmatique qu'il propose eh bien, incarne le deuxième pôle de cette confrontation. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que les deux s'étaient choisis mutuellement comme finalistes respectifs, même si Ouais. dans les sondages, et alors on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais C'était dans plus les incertain. sondages, Ouais. François Fillon aurait été un adversaire moins redoutable qu'Emmanuel Macron pour Marine Le Pen. Pourtant, elle souhaitait vraiment affronter Emmanuel Macron en finale parce que C'est bien ça qui on était à aurait été, l'œuvre. voilà, et vous Les l'avez gagnants et eu les perdants. juste après le premier tour, avec un début de campagne d'entre-deux tours en boulet de canon au moment de l'affrontement sur Whirlpool, puisque là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Ouais. Bernard Gors-Lacroix. Et est-ce que vous croyez en cette thèse de l'insécurité culturelle? C'est-à-dire, beaucoup disent aujourd'hui, ce qui se passe dans la société, c'est avec la peur de cette thèse du grand remplacement, avec la standardisation au niveau mondial des comportements, des mœurs et des habitudes, les personnes n'ont plus de références, de racines, de repères. Est-ce que véritablement cette insécurité culturelle pèse à ce point dans ce qui se passe, dans la recomposition du paysage politique dont on parlera tout à l'heure? Jérôme Fourquet. Moi, je pense que c'est central. Central. C'est central. Ah oui. Certains ont du mal à l'aborder. On l'évoque un peu des fois par des voies détournées, mais quand vous faites du terrain, quand vous discutez avec les gens, quand on discute avec certains catholiques, par exemple, on voit que cette question affleure immédiatement. Alors comment peut-on définir cette alors- question, l'insécurité culturelle? Alors, on parlait tout à l'heure, gagnant-perdant de la mondialisation. On s'arrête souvent à la dimension socio-économique. Le taux de chômage, Voilà. où sont les richesses, les grandes métropoles connectées à la mondialisation, donc Paris, Toulouse et les Airbus, et puis ce qu'on appelle en géographie les interlands, les arrière-pays, où on est sur la fermeture des services publics, etc. etc. Ça, c'est une dimension tout à fait centrale de cette recomposition. Mais on oublie souvent l'autre composante, qui est la composante qui joue sur la question de l'insécurité culturelle. Qu'est-ce que c'est l'insécurité Alors, culturelle? C'est, si vous voulez, le fait que beaucoup de Français, mais ça vaut aussi dans les autres démocraties occidentales, comme vous l'indiquiez, sont confrontés à un phénomène qui est le pendant de la mondialisation économique dans le système globalisé, c'est les flux migratoires. Alors, de manière particulièrement aiguë, depuis 3 ou 4 ans en Europe, avec la question de la crise des migrants, mais on retrouve ça aussi ailleurs dans le monde, et de manière plus ancienne aussi en Occident, avec la question de l'immigration. On ne rappellera jamais assez, par exemple, que le cœur nucléaire ou le ressort principal du vote FN,
c'est toujours et encore la question de l'immigration. Quand on fait toutes les enquêtes, quel est le sujet qui a compté le plus pour vous? L'électorat du Front vous dit en permanence, c'est l'immigration. Et donc, il peut y avoir un débat très important sur l'euro, au sein du Front National, sur un virage plus social. Le cœur nucléaire, c'est toujours ça. Donc, la question de l'immigration, la question de l'identité, la question du contrôle des frontières, la thématique des frontières, elle est centrale dans cette insécurité culturelle. Il ne vous a pas échappé qu'au moment du Brexit, les Brexiteurs, comme on les appelle, les tenants de la sortie de l'euro, ont mis en avant la question de la libre circulation, alors non pas des migrants qui venaient du sud de la Méditerranée, mais des travailleurs est-européens, avec la question de Calais, et la frontière. On se souvient qu'en 2012, Nicolas Sarkozy, conseillé par Patrick Buisson, place la question de la frontière au cœur de son logiciel pour la campagne présidentielle. Et puis on a également en tête le fameux mur que Donald Trump veut construire à la frontière mexicaine. Donc tout ça pour le Brexit aussi, oui. Il y a le Brexit, c'est aussi d'une certaine façon la Grande-Bretagne qui refait des frontières. Et le slogan des Brexiteurs, c'était reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle. Donc tout ça est essentiel. Pour vous, il faut être très très attentif. C'est pas juste des arguments de campagne du Front National. Non, c'est une problématique essentielle. C'est tout à fait décisif. Regardez par exemple, si on prend le cas de la primaire de la droite, il y a toute une série de facteurs qui conduisent à la surprise de la victoire éclatante de François Fillon. Il y en a un très trivial, mais qui a beaucoup joué, c'est le fait que les deux favoris se soient détruits mutuellement, que François Fillon ait tiré les marrons du feu. Mais nous, on voit très clairement sa cote qui commence à décoller dans... Alors, on est un public restreint, un électorat de droite qui va voter, au moment où il sort son livre qui s'appelle « Vaincre le totalitarisme islamique ». Ils font des positions très tranchées, parce que l'insécurité culturelle, ça peut être au quotidien. D'accord. Mon quartier change. Et c'est là où il a décollé. C'est là où il commence à décoller. Ça, vous l'avez mesuré. On l'a mesuré. D'accord. Il fait une campagne de fond depuis 1 an et demi sur « Je suis le Thatcher français ». Ça marque pas forcément les esprits à droite. On commence à parler de ces thématiques-là. On va revenir sur le public qui nous intéresse, les catholiques. Thématique très importante, les chrétiens d'Orient. Chrétiens d'Orient, solidarité avec nos coreligionnaires qui vivent des persécutions dans des pays musulmans. Le pont avec ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray. Tout le débat, par exemple, qui a agité une partie du monde catholique, vous savez, au moment de la formule malheureuse de Dalil Boubaker sur on n'a pas assez de mosquées, il y a des églises vides, on pourrait peut-être, avec tous les sens du terme, les convertir. C'est central. C'est central. Okay. Romain Masneau, RCF. Alain Baron. Pardon, Alain Baron. Oh là là, Alain Baron, Radio Notre-Dame. Allons-y. Oui, est-ce que vous avez pu mesurer l'effet du débat Le Pen-Macron, dont on a dit qu'il avait été très mauvais pour Marine Le Pen? Alors oui, on l'a mesuré, puisque à l'IFOP, on avait un dispositif de sondage quotidien. Donc on suivait au jour le jour. Avant le premier tour, on est sur un rapport de force quand on interroge les Français en leur disant c'est possible qu'on ait un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et en ce sens, on est différent de 2002. Les gens s'attendaient ou avaient diagnostiqué que c'était possible. Les Français étaient sur un rapport de force de 60% pour Emmanuel Macron, 40% pour Marine Le Pen. On mesure la même chose dans la première semaine de l'entre-deux tours, et en gros jusqu'au débat. Ça ne bouge pas, on se dit c'est figé. Et puis il y a le débat, et là, les courbes commencent à fléchir pour Marine Le Pen, et les derniers sondages que nous avons publiés, parce qu'on n'a pas le droit de publier le jour du vote, on tombait à 67 pour Emmanuel Macron, 67 pour Emmanuel Macron, non, je me trompe, 63 pour Emmanuel Macron, 37 pour Marine Le Pen. Donc il y avait déjà un premier décrochage de 3 points mesurés dans nos enquêtes qui s'est accéléré dans les derniers jours de campagne. Donc là, il y a eu un effet de débat manifeste. Alors, qui a été un vrai tournant. Oui, alors on dit souvent, en fait, les débats d'entre-deux tours n'ont pas d'impact. Mais il faut avoir en tête le fait qu'habituellement, des débats d'entre-deux tours, c'est Verdun, c'est-à-dire la gauche contre la droite, bloc contre bloc. Et donc, même si en 2012 ou en 2007, des électeurs de gauche se disent Nicolas Sarkozy a quand même été pas mal dans le débat, il y a des grandes difficultés pour cet électorat, vote pour lui, il reste dans sa famille politique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comme on est bloc à bloc, on est aussi, en général, avec 55-60% des électeurs du premier tour dont les candidats sont en finale. C'est ça. Là, on était sur ces deux paramètres rien complètement écrit. renversés. Ouais.
Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tous les deux font 45% des voix au premier tour. Vous avez, on parlait des orphelins tout à l'heure, 55% de l'électorat qui n'était pas là, représenté en finale, et de surcroît, beaucoup d'incertitudes. des logiques de bloc, je vote pour mon camp, Qui ne fonctionnait pas. Qui ne fonctionnait pas. Donc, le débat avait techniquement un rôle à jouer. Et si Marine Le Pen avait tenu davantage son rôle, peut-être que les scores seraient restés assez proches de ce que nous mesurions avant, mais ça n'a pas été le cas. Romain Masneau, RCF. Est-ce que le retrait peut-être provisoire de Marion Maréchal Le Pen du Front National peut rendre plus compliqué la fameuse jonction des droites, c'est-à-dire les républicains, disons, tendance Wauquiez pour simplifier, et la libérale identitaire du FN? Est-ce que ça peut rendre ça plus difficile? Alors, il faut voir à quel niveau on se place. Est-ce qu'on se place au niveau des cadres et des appareils? Et je pense que cette fusion, elle n'est pas pour demain. Encore qu'il faut être modeste et prudent parce que les choses bougent vite, mais on voit bien qu'il y a des tensions à droite pour savoir si on va participer à une majorité présidentielle, mais il n'y a pas de débat aujourd'hui sur suivre Nicolas Dupont-Aignan dans son alliance avec la droite. Maintenant, si on ne se place plus au niveau des organisations, mais des électeurs, là on voit qu'il y a une porosité qui est bien plus importante. Et on parlait tout à l'heure des catholiques pratiquants au moment des élections régionales. Je rappelais le contexte particulier des régionales, attentats et crise migratoire, mais il y a un autre élément de contexte. On était par nature sur des élections décentralisées, et Marion Maréchal Le Pen étant tête de liste en PACA, avait pris une part beaucoup plus active à la campagne, et avait pu dérouler toute une série d'arguments et de thématiques, de thèmes, qui résonnaient dans un électorat de droite conservateur, catholique ou non. On parlait du choc culturel tout à l'heure. Vous vous souvenez de ces déclarations sur le fait que des musulmans pouvaient très bien être français, mais que quelque part, au bout du bout, ils seraient toujours un peu moins français que des chrétiens ou des catholiques, avec le droit d'aînesse ou la prééminence de la culture catholique en France. Et donc, Marion Maréchal Le Pen avait un positionnement tout à fait stratégique dans la galaxie frontiste pour essayer de capter une partie de cet électorat. Vous avez en tête la polémique sur le plagiat, que Marine Le Pen dans un de ses discours, repris des passages entiers. Du discours de François Fillon au Puy-en-Velay. Voilà, du Puy-en-Velay. Donc là aussi, Puy-en-Velay, appel aux catholiques, discours écrit par monsieur Paul-Marie Couteau, qui lui aussi fait un peu le go-between entre les deux. Donc il faut bien distinguer les organisations. À mon avis, ce n'est pas pour demain, surtout si Marion Maréchal Le Pen se retire de la scène politique, sans doute peut-être provisoirement. Et puis les électorats, où là, ça va être plus complexe et les passerelles sont plus réelles. Alors on a encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la recomposition et l'explosion du paysage politique tel qu'on peut la voir aujourd'hui. Mais nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité aujourd'hui est Jérôme Fourquet, directeur général de l'IFOP pour l'opinion publique. A tout de suite. Oui, retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité aujourd'hui Jérôme Fourquet, directeur général de l'IFOP qui scrute l'opinion publique. Il est interrogé dans cette édition par Bernard Gors pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. Donc Emmanuel Macron a été élu avec plus de 66% des voix. C'est beaucoup, en même temps une abstention historique, si on accepte 1969 où c'était une circonstance particulière. Et puis 9% de vote blanc et nul. Est-ce que Emmanuel Macron a été bien ou mal élu finalement? Jérôme Fourquet. Alors, on a tendance à penser, nous, que le socle de légitimité d'un candidat, c'est surtout au premier tour qu'il faut le mesurer. Puisque là, en plus, on est dans un second tour atypique. On a rappelé tout à l'heure l'existence du Front républicain qui fait qu'une majorité d'électeurs mélenchonistes et fillonistes ont voté pour Emmanuel Macron. Donc on voit très bien qu'on n'est pas sur une adhésion. Mais beaucoup se sont réfugiés dans l'abstention. Mais une majorité a quand même voté donc pour le lui. Premier tour, est-ce que la base est solide ? Le premier tour, quelqu'un qui est inconnu du grand public il y a 2 ans encore, qui est sans parti politique, qui arrive en tête du premier tour et qui fait 24% des voix, c'est un exploit et une performance qu'il faut évidemment saluer. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on rappelle les scores de ses prédécesseurs. François Hollande en 2012, 28,5% au premier tour, et Nicolas Sarkozy en 2007, 31%.
Donc on voit que le socle de légitimité d'Emmanuel Macron n'est pas aussi important qu'on pourrait le penser et que le score tout à fait massif avec lequel il a terrassé Marine Le Pen au deuxième tour tient quand même beaucoup au Front républicain. Et donc certes, il a su faire naître ou il a capitalisé sur l'existence d'un certain optimisme dans une partie de la société française. Mais les fractures sont toujours là. On a vu déjà des premières manifestations d'organisations syndicales avec un concept assez nouveau, mais qui en dit long, de manifestations préventives. Donc, avant que le débat ait commencé, on montre les muscles et on se positionne. Et il faut aussi avoir en mémoire le paysage du premier tour, qui est en fait une France coupée en 4. Et donc c'est ça, sans doute, qu'on va retrouver. Je pense qu'Emmanuel Macron en est conscient, qu'il n'y a pas d'état de grâce qui va être très très long et durable. On va rentrer dans le dur tout de suite. Et que ça va être très vite assez compliqué. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Ou alors précisément la prochaine étape législative, est-ce que vous avez déjà des éléments de mesure sur... Est-ce qu'on peut voir clair dans le brouillard actuel? Est-ce que M. Macron va avoir sa majorité? Alors, je vais vous décevoir et on va être modeste. Non, enfin, du point de vue... Même vos phares à vous ne permettent pas de pour percer l'instant, le c'est très brouillard. compliqué parce qu'on est sur les 3 dernières élections présidentielles dans des circonstances différentes. 2002, Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. 2007, une vraie dynamique pour Nicolas Sarkozy. 2012, une victoire en demi-teinte de François Hollande sur un rejet de Nicolas Sarkozy. N'empêche que dans les 3 cas, on a dans le mois qui suit une majorité nette pour le vainqueur. Donc on s'est dit, il y a une loi des séries, ça va fonctionner comme ça. Là, pour tout ce qu'on vient de se dire, c'est pas aussi évident. On a un pays qui est extrêmement fracturé. Au moment où on se parle, on voit que le mouvement La République En Marche, la nouvelle appellation d'En Marche, peine à annoncer ces candidats qui devaient être annoncés bien en amont, parce qu'il y a des tractations qui s'opèrent. Et donc tout ça brouille complètement les choses. C'est-à-dire, d'une part, que vont faire les électeurs? Un des sujets, c'est, par exemple, est-ce que l'électorat de PS, qui a voté France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, remet le couvert, si vous me permettez l'expression, aux législatives et vote pour des candidats de ce type, ou est-ce qu'une partie revienne vers des candidats PS de leur circonscription qu'ils connaissent? Premier inconnu. Deuxième inconnu, quid des ralliements éventuels de pas mal de sortants ou de figures implantées à la majorité présidentielle. Des ralliements de gauche comme de droite. De gauche comme de droite. La direction d'En Marche a fait fuiter hier l'information selon laquelle 80 députés socialistes sortants auraient proposé leur service. Donc, avant même que nous sondions les électeurs sur ce qu'ils comptent faire, il faut que le paysage ou l'offre électorale, comme on dit dans notre jargon, soit stabilisée. Elle ne l'est pas. Dernière incertitude, et non des moindres, on en saura un peu plus la semaine prochaine, qui est nommé à Matignon? Et a-t-on un Premier ministre de droite, de centre-droite ou de centre-gauche? Ça sera décisif à vos yeux. Ça colore quand même ça conditionne très fortement les choses. Donc, à l'heure où on se parle, nous écartons plutôt, mais il faut être prudent, l'hypothèse d'une cohabitation avec une majorité absolue pour la droite. On voit que la droite est quand même durement affectée, qu'une partie de ces cadres et de ces électeurs pourrait envisager de faire un bout de chemin avec Emmanuel Macron. Encore faut-il qu'il donne des signes et des gages à cet électorat, mais si un des leurs est nommé à Matignon, ça peut faire sauter un verrou. Donc cette hypothèse d'une majorité absolue de la droite et d'une cohabitation immédiate, nous ne sommes pas la plus plausible, mais soyons prudents. Et l'autre sur lequel on a des doutes, c'est la majorité absolue pour le camp présidentiel. De notre point de vue, mais encore une fois, tout ça demande à ce que les choses soient affinées, que la poussière retombe et que le brouillard se dissipe. C'est pas impossible qu'on aille vers une majorité relative pour En Marche, avec des satellites qui seraient ralliés. Alors, le MoDem de François Bayrou, éventuellement une nouvelle formation, parce qu'au moment où on se parle, on a des clubs, des nouveaux partis qui émergent quasiment tous les jours. Tous les jours, oui. Et qui vont chacun se positionner. Donc tout ça est très compliqué. On rappelle aussi quand même qu'on a une règle électorale qui fait que est qualifié pour le deuxième tour le candidat qui fait au minimum, alors il y a des exceptions, mais au minimum
12,5% des inscrits. Donc on pourrait avoir des quadrangulaires. C'est pas évident, justement, parce Oui. que 12,5% des inscrits, on se dit, c'est pas beaucoup. Mhm. L'abstention moyenne des législatives, c'est à peu près 40%, donc beaucoup plus qu'à la présidentielle. Mhm. On est bien dans un système présidentiel. Beaucoup de Français disent, on a fait le job. Il y a un mois, on a élu le patron. On peut partir Et donc en week-end maintenant, le mois suivant. les législatives, c'est plus notre sujet. Donc on a une abstention qui est... Et puis aussi une démobilisation souvent du camp perdant. Donc on a souvent une abstention de l'ordre de 40%. Donc dans un contexte d'abstention à 40%, la règle de 12,5% des inscrits, si vous la traduisez en suffrage exprimé, c'est un ticket d'entrée pour le deuxième tour à peu près 20%. Mhm. Alors vous me direz, Donc c'est exigeant. beaucoup n'étaient pas loin à la Mhm. présidentielle, mais Ouais. 2 candidats étaient juste en dessous. Donc, et Mhm. selon le fait qu'on ait un grand nombre de quadrangulaires, j'y crois pas trop, mais beaucoup de triangulaires ou des duels avec des retraits éventuels, parce que le Front National, sa dynamique et son implantation ne vont pas s'évaporer en un mois, et même si une partie de son électorat est démobilisée, ils sont en tête D'accord. dans Donc- plusieurs dizaines et dizaines de circonscriptions, Donc tout ça est très mobile. donc tout ça peut bouger. Bernard Gors, La Croix. Oui, face à la crise des grands partis, comment vous paraît être l'état de l'opinion? Est-ce qu'elle est prête à faire le pari, effectivement, de dépasser les logiques de parti, du rassemblement, de se tourner vers une autre façon de construire la politique, un peu à la Macron? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt la colère qui va l'emporter et le ras-le-bol? On a vu quand même les forts scores qu'ont fait à la fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qui peut jouer pour le scénario que peut se dessiner dans l'opinion, pas dans les partis, mais dans l'opinion pour le Alors, pour la législative? L'opinion n'est pas d'un bloc, et donc on peut avoir ces deux tendances qui cohabitent dans la société française. On a toute une partie de la population qui est sur un vote radical. Jean-Luc Mélenchon a théorisé ça. Une s'appelle partie le importante. Hein. Oui, Les ça s'appelle jeunes, notamment. Oui. les jeunes, les catégories populaires. Jean-Luc Mélenchon a parlé de dégagisme. Voilà. Et tout le monde a été dégagé, Voilà. jusqu'à Et Marine Le Pen. en même temps, dans les enquêtes d'opinion, on a 65 à 70% des Français qui, depuis très longtemps, nous disent ça serait bien que des gens de bonne volonté de gauche et de droite se mettent autour de la table, Ah oui, un peu comme à l'allemande, pour régler le problème. C'est une, des, 65 à 70%. oui, c'est une des clés. On en parle peu. Oui, c'est une des clés du succès d'Emmanuel Macron. Mhm. Et un élément décisif dans la dynamique Macron, c'est le ralliement de François Bayrou. Ouais. Bayrou est sur cette ligne, vous vous en souvenez, depuis très longtemps, en 2007, sauf qu'il l'avait théorisé, il ne l'avait jamais Mise en œuvre. mise en œuvre. Il n'avait pas été en capacité. En 2007, il fait un très beau score, 18,5, mais jamais aucun sondage ne le qualifie pour le second tour. Les deux grands partis, Nicolas Sarkozy et Bétonner Ségolène Royal, encore le paysage. étaient encore là, et il n'avait pas eu de ralliement. Là, le fait que des ralliements arrivent de tous côtés autour d'Emmanuel Macron, et que quelqu'un comme François Bayrou, qui porte ce discours, et dont les Français savent que lui et la présidentielle, c'est une vieille histoire, se, entre guillemets, sacrifie et accepte pour le bien général, le bien commun, de faire route avec Emmanuel Macron, tout ça a débloqué une partie des choses, et les gens se sont dit, sur le papier, c'est ce qu'on aimerait bien faire, mais est-ce que c'est vraiment possible? Et là, on se dit, tiens, avec Emmanuel Macron, donc c'est peut-être possible. Donc, pour revenir à votre question, il n'est pas impossible, et ce ne sera pas contradictoire, que des Français continuent d'affirmer et d'afficher un vote radical en votant soit pour la France Insoumise, soit pour le Front National, et qu'une autre partie de la France déserte les grands partis traditionnels pour participer à l'aventure En Marche. On dit, par exemple, si un Premier ministre de centre droit est nommé, si des gens nombreux de la société civile rentrent soit dans le gouvernement, soit sont investis. Là aussi, vous me parliez tout à l'heure des législatives. Il y a un mois qui nous sépare des législatives. Le président de la République peut prendre un certain nombre de décisions, d'initiatives, heureuses ou malheureuses. Ouais. On se souvient du Qui débat peuvent sur la conditionner le TVA scrutin. sociale Oui. qui avait coûté cher à la majorité de D'accord. droite en 2007. Si Emmanuel Macron entretient cette dynamique et montre que voilà, les forces convergent, des gens de la société civile, du monde de l'entreprise, des arrêts des spectacles, du monde associatif, alors Il peut y avoir une cristallisation. dans une partie de l'électorat, je ne dis pas toute la France, D'accord. mais il suffit d'avoir, c'est déjà beaucoup, une masse critique qui bascule pour faire effet de levier. Alors, il nous reste une poignée de minutes. Alain Baron, Radio Oui, Notre-Dame. vous avez évoqué tout à l'heure des mouvements de protestation. On a vu ça le 1er mai et le 8 mai aussi, au soir, il y a eu quelques mouvements. Est-ce qu'il faut s'attendre à un été chaud sur le plan social? Alors, par définition, on ne les prédit jamais. Et donc, il faut être là aussi modeste et prudent. Néanmoins, Emmanuel Macron
a rappelé à plusieurs reprises sa volonté d'aller vite sur la réforme du marché du travail. Or, c'est bien un des points durs. Oui. Hein, c'est un des points durs. On a en tête les manifestations violentes et nombreuses au printemps dernier sur la loi El Khomri, qui était bien moins ambitieuse. dont Emmanuel Macron a toujours dit Oui. qu'à son goût, elle n'allait pas Voilà. assez loin. Donc, on revient à la question précédente. Est-ce que Emmanuel Macron légifère ou commence à envoyer des signaux manifestes dans les semaines qui nous séparent des législatives sur ce sujet-là, ou attend-il d'avoir une la majorité. législative? Alors, il a dit on fera des ordonnances. Il faut rappeler à vos Mais les auditeurs, ordonnances, il téléspectateurs, faut une loi d'habilitation. il faut une loi d'habilitation qui est votée par le Parlement. S'il a une majorité et qu'il décide et qu'elle lui accorde ces ordonnances, on pourrait alors avoir des ordonnances qui tombent Pendant dès l'été. cet été. Alors ça pourrait être d'une certaine manière habile pendant la trêve estivale. Sauf pendant que ça peut ne pas être une trêve à ce moment-là. Alors ce sera Voilà. plus compliqué d'organiser des grandes manifestations, mais encore une fois, les gens qui étaient dans la rue juste après le deuxième tour parlaient de grève préventive, c'est-à-dire que tout le monde lit dans le jeu de On est l'adversaire prêt. et on se dirige vers quelque chose Il nous qui reste risque 2 d'être- petites minutes, une question brève pour une réponse brève. Romain On a Masneau. eu l'hyper-président Nicolas Sarkozy, le président normal François Hollande. Quel type de président peut être Emmanuel Macron? On a déjà une idée Écoutez, là je ne suis Jérôme pas Fourquet. spécialiste en psychologie présidentielle, mais les signaux qui ont été émis laissent à penser qu'on sera sur une présidence, à mon avis, très 5e République, très verticale. On voit comment le mouvement En Marche a été structuré. C'est 2.0 certes, mais tout remonte à Emmanuel Macron. Il y a un chef quand même. Il va chefer. Oui, vous parliez il de va Jacques Chirac. Et un petit noyau dur, une petite équipe. Une petite équipe dévouée et soudée autour de lui. Et on parlait des ordonnances tout à l'heure, une volonté d'afficher un cap, de trancher. Emmanuel Macron a un avantage. Il a été dans le cœur de la machine présidentielle sous le quinquennat précédent. Il a vu les dégâts causés par la présidence normale. Et donc, je pense qu'il est très inspiré par cette expérience-là, mais que son logiciel personnel, sa grille de lecture à lui, est aussi quelque chose qu'il porte plutôt vers une logique verticale et hyper présidentielle. Jupitérienne, Jupitérienne, comme il dit lui-même. comme il C'est l'a ça. défini. Très bien. Bah, écoutez, Jérôme Fourquet, merci beaucoup pour Merci toutes de ces votre indications. invitation. Munis de ces indications, nous allons donc pouvoir observer l'évolution du paysage politique dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc, je rappelle que vous pouvez évidemment regarder à nouveau cette édition de Face aux Chrétiens sur les sites respectifs de La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. La semaine prochaine, notre invité n'est pas encore fixé. Tout cela va dépendre de l'actualité politique. En tout cas, merci à vous tous de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.